Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Nous avons créé ces petites capsules de 30 minutes, mon moment ressource depuis le 7 octobre pour renforcer, pour être solidaire avec nos sœurs, notre communauté. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Soucy. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Caroline, tu es psychologue clinicienne et tu vas nous parler ce soir comment identifier ces pensées pièges pour ne pas, entre guillemets, tomber dans le piège. Donc, Absolument. euh, voilà, je te remercie infiniment de prendre le temps de préparer une session et de réserver ce moment avec nous. Merci, Caroline. Merci. Je prends peut-être quelques petites secondes pour me présenter. Donc, je suis Caroline Soucy, je suis psychologue clinicienne et je pratique la thérapie comportementale et cognitive depuis une petite vingtaine d'années. Également, les dernières vagues qu'on appelle les thérapies issues de la TCC, tout ce qui concerne la pleine conscience, mindfulness, et la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, ACT, qui est vraiment super intéressant. Et j'en parlerai également un petit peu tout à l'heure parce que ça donne un éclairage sur les pensées qu'on n'a pas en TCC qui est vraiment super. Voilà, je pratique aussi le MDR qui est malheureusement très utile en ce moment parce que ça permet de travailler un petit peu plus en profondeur, essentiellement sur le trauma. Voilà, donc j'ai travaillé pendant à peu près 17 ans en psychiatrie adulte auprès de personnes souffrant de schizophrénie, de troubles bipolaires. Et là, ça fait à peu près 5 6 ans que je me suis installée en libéral à Champigny-sur-Marne, où je pratique donc la TCC et le MDR. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de nos pensées. On a à très, très juste titre parlé beaucoup, beaucoup de nos émotions ces derniers temps. On a été extrêmement impacté émotionnellement depuis le 7 octobre. On a vécu ce qu'on appelle un choc émotionnel, un stress aigu majeur, avec des émotions extrêmement fortes, l'effroi, la stupéfaction, qui ont fait place aussi à d'autres émotions très fortes, de tristesse, de colère, d'anxiété, de haine, d'impuissance, de dégoût. Et puis, on a senti assez rapidement qu'on allait avoir besoin de faire quelque chose. Donc, on a fait ce qu'on sait tous faire. On a mis en place nos ressources. Il y a eu des ateliers comme ceux-ci qui ont vu le jour. On s'est regroupés, on a prié, on a fait de la relaxation, on a cherché à se distraire. On a essayé de combattre ces émotions aussi parce qu'on sentait bien qu'on en avait besoin à ce moment-là. Euh, mais on est un peu plus d'un mois plus tard, plusieurs semaines, 6 7 semaines, euh, et on se rend bien compte que même si on a repris nos vies, même si on continue d'avancer, on est quand même émotionnellement toujours impacté. Euh, et ce stress aigu du départ se transforme petit à petit en ce qu'on appelle un stress chronique. Le stress chronique, c'est quand pendant une longue période, on est émotionnellement plus activé que ce qu'on devrait l'être. Donc là, c'est le cas, parce que malgré tout ce qu'on a mis en place, on n'est pas revenu à l'état d'avant le 7 octobre. On a toujours des événements de la vie, des stresseurs environnementaux qui viennent nous impacter, mais là, depuis le 7 octobre, c'est plus important. Et cet état de stress chronique, bah, finalement, il fatigue l'organisme et il nous rend plus vulnérables. Et comme nous savons que nos pensées, nos émotions sont intimement liées, quand on est émotionnellement plus impacté, on risque d'avoir davantage de pensées et inversement, ça joue l'un sur l'autre. Eh bien, comme là en ce moment on est fragilisé, on a le risque de développer des pensées pièges, notamment des pensées plus négatives, des pensées qui ne seront pas forcément bonnes pour nous, plus que d'habitude. On était plus alerte au tout début presque de notre état émotionnel à tous, hein, dans les premiers jours, parce qu'on a senti très fort en nous ces émotions. Là, c'est toujours là, mais on a l'impression peut-être que c'est OK. Mais c'est justement maintenant qu'il faut continuer à faire très attention parce que ce stress chronique s'installe et la fatigue de l'organisme également.
Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des pensées et non pas des émotions dont on a en fait déjà beaucoup parlé en parlant de toutes les stratégies qui peuvent nous permettre de diminuer leur impact. Donc, on ne va pas parler de ça. On a deux types de pensées, en fait. Les premières concernent toutes les pensées conscientes, rationnelles, construites, plutôt logiques, issues de la réflexion. Par exemple, quand je pense à toutes les étapes d'un repas que je dois préparer, je vais penser aux courses que je dois faire, je vais penser aux étapes du repas. Quand je pense à un travail que je dois préparer, même quand je pense à un souvenir, je peux essayer de repérer toutes les étapes de ce qui s'est passé. Je vais penser consciemment, de manière construite, logique, rationnelle, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas plutôt consciemment. Je vais aller chercher la réflexion. On ne va pas parler de ce type de pensée-là aujourd'hui. On va parler des deuxièmes types de pensées, qui sont les pensées automatiques. En thérapie comportementale et cognitive, on appelle ça les pensées automatiques. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un flot de pensées spontanées, brèves, bien souvent pas conscientes ou très peu conscientes, et qui vont accompagner toutes les situations de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que on va être tranquillement chez soi, on va être dehors chez des amis, au travail, et puis tout d'un coup, on a des pensées qui nous tombent dessus, qu'on n'était pas allé chercher. C'est pas des pensées qu'on va consciemment chercher, c'est des pensées qui nous tombent dessus et qu'on a souvent tendance à croire, puisque souvent on a tendance, notre premier réflexe, c'est de croire à ce que nous pensons. Euh, et finalement, ça va laisser une trace émotionnelle euh, qu'on n'a pas forcément choisi. Donc, on est quelque part, tranquillement, une pensée automatique vient et elle laisse une trace émotionnelle pas forcément agréable. D'où l'importance d'essayer d'identifier et de réussir à retrouver ces pensées automatiques et ne pas simplement rester avec cette trace émotionnelle douloureuse. Euh, alors, déjà, dans un premier temps, je peux me demander qu'est-ce que je ressens en moi. Parce que on sait que l'accès aux émotions facilite beaucoup le rappel des pensées. Si je me concentre sur ce que je ressens, je vais plus facilement pouvoir avoir accès à ce que je me suis dit. Quelle était la pensée qui m'a traversé l'esprit euh, en ce moment? Si je ne l'ai pas, je peux essayer de me demander ce que je me suis dit il y a quelques minutes. Je peux aussi ne pas le retrouver. C'est très désagréable, on a déjà tous vécu ça. Tout d'un coup, on a une émotion désagréable et en fait, on n'arrive plus à se souvenir de ce qu'on s'est dit, de l'émotion qu'on a eue. Donc, on reste avec un sentiment comme ça, très désagréable, et on n'a pas forcément la pensée. Donc, on peut essayer de se concentrer, de la rechercher, on peut essayer de visualiser ce qui s'est passé juste avant, les différentes étapes, pour pouvoir repérer la pensée. Si on n'y arrive pas, alors c'est important quand même de se dire, OK, c'est pas juste j'ai des émotions comme ça, très probablement qu'il y a eu une pensée, mais qu'elle est partie. Donc là, je vais essayer de diminuer l'impact de cette émotion en utilisant toutes les techniques de stratégie, toutes les stratégies de gestion émotionnelle dont on ne parle pas là. Et donc là, ça va être important de diminuer cette émotion à ce moment-là. Mais si j'arrive à retrouver la pensée, bah, c'est mieux. Ça va être plus facile. On va pouvoir plus facilement diminuer l'impact de l'émotion. Euh, et donc, si j'arrive à retrouver la pensée, eh bien, je vais essayer de la questionner, de me demander, est-ce que réellement cette pensée, je dois y croire ou pas forcément? Un exemple, je viens de rater, c'est un faux exemple, je viens de rater par exemple pour la deuxième fois mon permis de conduire, je me promène tranquillement dans la rue, je marche à côté d'une voiture dont la personne, le conducteur a à peu près mon profil, pensée automatique, je suis nulle, tout le monde a son permis de conduire, je suis incapable de l'avoir, je l'aurai jamais. Ça, c'est une vraie pensée automatique. Euh, le risque de ce type de pensée automatique, c'est même qu'elles s'enchaînent. On sait qu'elles font des ponts entre elles. Donc, je pourrais même aller plus loin et me dire ensuite, et puis d'ailleurs, je suis nulle, au travail, j'y arrive pas, etc., etc. Donc, très, très important à ce moment-là de pouvoir se dire, oh là là, stop. Qu'est-ce qui se passe en moi? Il y a une trace émotionnelle.
qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit donc cette fameuse pensée, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et je vais venir questionner cette pensée, titiller cette pensée automatique. Je vais essayer de me confronter à cette pensée parce que je ne peux pas la croire comme étant une vérité absolue. Je ne peux pas me dire juste je suis nulle, j'y arriverai jamais. Forcément que je ne vais pas me sentir bien. Donc là, je vous présente juste quelques petites stratégies non exhaustives qu'on peut utiliser pour venir questionner sa pensée. Donc, je suis avec cette pensée négative automatique qui est là, qui est douloureuse. Qu'est-ce que je peux essayer de chercher comme hypothèse, comme alternative différente? Qu'est-ce que je peux me dire de différent? Je peux aussi chercher des arguments pour et des arguments contre, en faveur, en défaveur de cette pensée. Là, comme ça paraît facile. On se dit, tiens, c'est une pensée, je peux facilement me dire que c'est pas vrai. Mais parfois, pour certaines personnes, quand l'impact émotionnel est vraiment très fort, on est très accroché à la pensée et on risque d'avoir du mal à trouver des pensées alternatives. On peut à ce moment-là se demander quel est l'intérêt de cette pensée pour moi? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Est-ce que c'est intéressant pour moi de rester accroché à cette pensée? Est-ce que ça vaut le coup? Pas forcément. Hein. Et puis, ça peut être intéressant aussi d'aller chercher le scénario catastrophe qui peut y avoir derrière cette pensée. On sait que souvent, on peut avoir des scénarios catastrophes derrière, des idées, un petit peu l'idée de le pire du pire qui pourrait arriver, essayer de repérer, de trouver finalement derrière cette pensée, qu'est-ce que je crains réellement au fait. Euh, de toujours être dépendant de tout le monde, de jamais pouvoir m'occuper et emmener mes enfants, etc. Bon, c'est peut-être un exemple de pensée un peu simple, mais l'idée, c'est de venir questionner, de venir titiller ces pensées pour ne pas simplement les accepter comme étant des vérités absolues. On sait que parfois, on a du mal à le faire, donc ça peut être important d'essayer vraiment de chercher des arguments pour et contre, de chercher des hypothèses alternatives. Un exemple de scénario catastrophe, on est à la maison, on l'a tous connu, je pense, on attend l'un de nos proches, mari, enfant, qui habituellement arrive à une certaine heure. L'heure est arrivée, n'est toujours pas arrivée, n'est injoignable au téléphone. Euh, Pensée automatique, il lui est arrivé quelque chose. Qui n'a pas connu cette pensée-là? Hein. Alors, forcément que quand on a ce type de pensée, on est angoissé, ça va jouer sur le comportement. On risque d'avoir des comportements qui s'enchaînent. On va appeler, on va rappeler, on va appeler le collègue, on va peut-être appeler le boulot. Bon, au fur et à mesure que ces comportements, que l'enchaînement des comportements s'avère infructueux, l'émotion va monter. On perd toute la notion du temps. En très peu de temps, l'émotion peut monter, même si finalement le retard est de très peu de temps. Mais à force de rentrer dans des comportements, on va s'angoisser encore plus. Et là, les pensées catastrophes, les scénarios catastrophes peuvent commencer à devenir de plus importants. C'est forcément très grave. C'est pas son genre d'arriver en retard, il a eu un accident, forcément que c'est dramatique, etc., etc. Là, c'est vraiment important de pouvoir se dire stop. Euh, je repère l'état émotionnel dans lequel je suis, je repère ma pensée, et c'est important de pouvoir me dire là, attention, je suis dans un scénario catastrophe. Je ne suis plus dans la réalité. Parce que mon état émotionnel, il n'est pas en lien avec la réalité, il est en lien avec ma pensée, ce qui n'est pas du tout intéressant pour moi à ce moment-là. Parce que probablement que dans la réalité, il va arriver d'ici peu de temps. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand ça arrive, on voit qu'il y a un réel décalage émotionnel entre la personne qui arrive un peu plus tard et qui émotionnellement est très neutre et la personne qui attendait et qui était partie déjà dans des niveaux d'angoisse très importants. Donc c'est important de vraiment repérer la pensée comme un scénario catastrophe et non pas une réalité et de ne pas chercher à avoir plus de comportements de contrôle parce qu'ils ne font qu'augmenter mon angoisse et ne me permettent pas forcément d'atteindre mon objectif à ce moment-là. Euh, donc, je vais, encore une fois, à ce moment-là, la seule stratégie que je peux avoir, c'est d'essayer de diminuer l'impact de ce qui se passe en moi, diminuer l'impact de l'émotion, comprendre que je ne suis pas dans la réalité. Donc, on voit comment les scénarios catastrophes peuvent nous mettre dans un état émotionnel très compliqué. Donc, on a vu là, juste je reprends un petit peu,
qu'on avait deux types de pensées, des pensées construites conscientes, des pensées qui nous tombent dessus alors qu'on leur a rien demandé, qu'on appelle des pensées automatiques, qui souvent, si notre état émotionnel est déjà pas top, vont dans un sens négatif et laissent une trace émotionnelle désagréable. Important de repérer la pensée pour pouvoir venir la questionner et pas juste rester avec cette pensée comme une vérité absolue qui me fait me sentir mal sans que ce soit forcément justifié. Maintenant, il y a d'autres pièges qu'on connaît bien, qu'on appelle les distorsions cognitives ou les biais cognitifs. Encore une fois, alors il y a des personnes pour lesquelles ce type de fonctionnement est assez habituel, mais même pour les personnes qui n'ont pas souvent ce type de pensée, quand l'état émotionnel est impacté, encore une fois, ce que je disais en tout début, on est en ce moment tous émotionnellement un peu plus impactés. Il y a quand même cette fatigue de l'organisme, cette fatigue psychique, émotionnelle, qui fait que on pourrait, même quand on n'a pas souvent ce type de distorsion, développer des pensées dans ce sens. Donc, c'est bien aussi de pouvoir le repérer, de le connaître. Pareil, là, euh, je vous en décris quelques-unes sans être exhaustive. Donc, les distorsions cognitives, c'est ce qui va faire en sorte que nos pensées vont être dirigées euh, et qui vont nous emmener dans une fausse lecture de la réalité. On va plus du tout être dans une bonne lecture de la réalité. Le terme lecture est intéressant. Moi, je l'aime bien, j'aime bien l'utiliser quand on parle des pensées. C'est vraiment la manière dont on va lire ce qui se passe autour de nous. On peut parler d'interprétation, mais ça sous-entend tout de suite qu'il y a déjà une, une interprétation, mais vraiment, alors, simplement la lecture, c'est vraiment ce que je vois. Et rien que là, déjà, ça peut être modifié, et notamment par ces fameuses distorsions cognitives. Par exemple, la disqualification du positif. Je vais minimiser tous les aspects positifs de la situation. Même s'il n'y a que du positif, je ne vais pas le prendre en compte. Exemple, euh, ma fille rentre à la maison, elle me dit qu'elle a un 20 en maths, et je lui dis, bah, c'est que c'était facile. Bah, je ne prends pas en compte le fait que c'est que du positif. Elle a un 20 en maths, c'est génial. Je pourrais juste lui dire que c'est super. Bah non, c'est que c'était facile. Je disqualifie complètement le positif de la situation. Un autre biais, la surgénéralisation. Je vais tirer des conclusions hâtives. Je vais faire un saut aux conclusions. Je vais surgénéraliser. J'ai raté un examen. Je vais être en échec professionnel. C'est tout à fait démesuré comme saut aux conclusions. Un autre biais cognitif pourrait être l'anticipation négative du futur. Je vais toujours imaginer le pire. Je vais toujours penser que ce qui va venir va être problématique, le pire. La pensée dichotomique, penser en tout ou rien. Tout le monde m'aime ou alors tout le monde me déteste. On a du mal à voir l'entre-deux. L'abstraction négative, alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez souvent, surtout si on est dans un état émotionnel pas top. Par exemple, on organise une soirée chez soi, on invite des copains, tout se passe bien, un bon repas, on a passé une soirée OK, et à la fin de la soirée, on va dire, bah non, c'était pas bien parce qu'un tel n'est pas venu. Alors que tous les autres sont venus, alors qu'on a passé une bonne soirée, que l'ambiance était bonne, mais hop, abstraction négative, je ne retiens que l'élément négatif de ma soirée, tout le reste n'existe plus. Il faut savoir quand même que quand on dit ça, on se dit, bon, mais non, la personne qui va avoir à ce moment-là ce biais-là le vit vraiment comme ça. Donc si je le vis vraiment comme ça, je souffre, hein. Je ne suis pas bien. Alors qu'en fait, il y avait tout pour que ça aille bien. Mais moi, je focalise uniquement sur l'aspect négatif. Un autre biais, le toujours, jamais. On a tendance à dire à ce moment-là, par exemple, c'est jamais, c'est jamais bien ou c'est toujours comme si, c'est jamais comme ça. Pareil, c'est une façon de voir les choses qui ne permet pas forcément d'être dans la nuance et de voir les choses de la bonne façon. C'est quelques petits exemples de biais cognitifs, mais c'est bien de les repérer chez soi, de se dire que c'est possible, de se dire que c'est possible, qu'on ait eu une lecture un petit peu biaisée et que quand on est émotionnellement
pas très bien, plus fatigué, on risque d'avoir une lecture plus biaisée que d'habitude. On peut aussi euh, repérer ces biais cognitifs chez les autres. On peut, dans notre entourage, avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, faire remarquer peut-être à certains de nos proches qui pourraient éventuellement voir les choses d'une autre manière, sans être dans la morale ou le jugement, pas du tout. Mais si on remarque que, en effet, l'un de nos proches a tendance à avoir ce type de pensée, on pourrait éventuellement les amener à chercher d'autres moyens de voir les choses, peut-être sous un angle un peu différent ou plus positif, les emmener vers quelque chose un peu plus nuancé. Euh, Ça peut être intéressant. Donc l'idée de tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, c'est un petit peu donc ce qu'on fait en thérapie comportementale, un peu le b.a.-ba de ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Donc, cognitifs, c'est les cognitions, donc les pensées. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir repérer les pensées automatiques qui nous tombent dessus et qui nous font pas du bien. Donc, on repère en général l'émotion qui n'était pas top. Et donc, ça nous permet de repérer la pensée qui va avec, qui est probablement pas juste. Donc, ne pas la croire comme si c'était une vérité, la questionner, la remettre en question, comme on a dit tout à l'heure, chercher peut-être d'autres hypothèses, chercher des arguments, comprendre qu'il y a peut-être même des pensées, des biais de pensée. Donc repérer tout ça et chercher absolument à la modifier. En TCC, souvent, on parle de modifier ses pensées. Alors, ça paraît un peu bizarre de modifier ses pensées, mais vraiment, je repère celles qui ne sont pas intéressantes pour moi, qui ne me servent pas à grand-chose, et je vais essayer de les rendre un peu plus positives. Mais pour ça, déjà, il va falloir que je les repère. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ouais, donc ensuite, donc là, ça c'était la restructuration cognitive, comme on le décrit en TCC réellement. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup la manière dont on parle des pensées en ACT, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Comme je disais tout à l'heure, ce sont les dernières vagues de la thérapie comportementale et cognitive. Vous avez vu tout ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est quand même un peu, finalement, pas compliqué, mais bon, voilà, il y a des termes, il faut aller chercher, questionner, remettre en question, chercher d'autres pensées, etc. Ça peut avoir un côté un peu compliqué. En ACT, je trouve que c'est formidable le langage qui est utilisé. On parle de fusion et de diffusion. La fusion, c'est le fait d'être dominé par nos pensées. On fusionne avec nos pensées. Je trouve que c'est très parlant comme mot, la fusion. Quand on est en phase de fusion, on suppose que nos pensées nous racontent la réalité. Donc, on risque de confondre la réalité et notre vision des choses. On va les suivre aveuglément, on va prendre des décisions, faire des choix par rapport à nos pensées, par rapport à notre vision des choses, et pas du tout par rapport à la réalité. C'est vraiment ce terme de fusion. Je fais un avec mes pensées, ce qui est donc un problème. Hein. Donc, en TCC, on parle vraiment de pensées qui me tombent dessus, automatiques, que je vais devoir finalement modifier. Et là, c'est l'idée de je fais un avec mes pensées, je fusionne. Et donc, on voit bien que ça peut être un problème parce qu'on sait à quel point, très souvent, ce qu'on se dit ne reflète pas la réalité, mais reflète. Alors là, j'ai essentiellement parlé de notre état émotionnel qui va jouer sur nos pensées et je parlais de la situation actuelle, mais on sait combien finalement notre état émotionnel de tous les jours peut modifier notre vision des choses. Je me réveille le matin, j'ai pas une bonne nouvelle, ça va déjà modifier peut-être ma vision de la réalité de la journée. Ça va peut-être déjà modifier ma lecture de certains moments de ma journée. Donc c'est vraiment important de comprendre que si je fais un avec mes pensées tout le temps, je risque de me tromper. La fusion, c'est dangereux quand c'est continuellement, quand on est tout le temps en fusion. Et donc ce terme que j'adore en ACT,
de défusion. C'est l'idée de défusionner. C'est l'idée d'aller essayer d'observer nos pensées pour ce qu'elles sont, donc c'est-à-dire des produits de nos esprits, tout simplement, de nos esprits probablement préoccupés aussi. Et on va prendre de la distance avec la pensée, refuser de la prendre au sérieux. Euh, c'est cette idée de, comment dire, de placer la notion de choix, de liberté, de décision, de se dire que je suis libre, de ne pas accepter aveuglément ma pensée et que je peux me mettre un peu à l'écart et la regarder, pardon, l'observer, cette pensée. Donc, je ne fais plus un avec la pensée. Il y a moi et il y a la pensée. Je la regarde, elle est à côté de moi. Je l'observe et je peux choisir qu'elle ne me convient pas, tout simplement. Cette pensée, elle ne me convient pas. Elle vient de mon esprit. Mon esprit, il a pu se tromper. Mon esprit est peut-être préoccupé. Et ça donne une très grande, ça donne une grande liberté, vraiment, de pouvoir finalement ne pas se faire piéger. Je suis libre d'accepter ou de ne pas accepter. Je peux faire un pas de côté et je peux décider, du coup, est-ce que je crois ou est-ce que je crois pas. Donc là, c'est presque comme si c'était quelqu'un qui nous racontait notre propre pensée. Je l'observe et je crois ou je crois pas. Alors que souvent, dans l'idée de la pensée automatique, elle me tombe dessus, j'y crois, et forcément, je vais devoir la modifier, je vais devoir travailler dessus comme ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais devoir vraiment essayer de trouver d'autres moyens de voir les choses. Mais finalement, si tout simplement je prenais la décision que je ne suis pas obligée de l'accepter, que je peux regarder de côté, comme si c'était quelqu'un qui me racontait sa pensée, eh ben, je peux être d'accord, pas d'accord, comme je peux être d'accord, pas d'accord avec la pensée d'un de mes proches, quand il me parle, quand il me raconte sa vision, sa lecture, je peux ne pas être d'accord avec ça, eh bien, je peux ne pas être d'accord avec moi-même. Donc, ça me donne une vraie liberté. C'est pour ça que je pense que cette vision des choses en ACT, elle va encore plus loin. D'ailleurs, ce sont les dernières thérapies issues de la TCC et je trouve qu'elles sont vraiment très intéressantes. Donc, je vous invite à regarder ça, à vous intéresser à ACT si vous ne connaissez pas. Voilà, donc la période, c'est vrai elle est émotionnellement difficile, on est fatigué, il y a une forme de lourdeur et c'est important de continuer de faire attention, hein, de continuer de mettre en place toutes ces ressources que grâce à vous, grâce à Yardena aussi, on peut avoir ici, mais de mettre en place toutes nos ressources, ça c'est vraiment très très important de continuer et de ne pas oublier, de ne pas simplement rester sur ce qui se passe en nous, nos pensées, nos émotions, la gestion du stress, etc. Tout ça, c'est super. Il ne faut pas du tout oublier ce qui peut se passer dans la tête et qui peut vraiment nous impacter encore plus, hein, puisque comme l'un joue sur l'autre, finalement, après, on a du mal à en sortir. Voilà, donc moi, je vous invite à continuer d'observer vos pensées et à chercher à ne pas les croire aveuglément, à ne pas les suivre comme si c'était une obligation, comme si on était vraiment obligé de suivre ce qu'on se dit, mais à chercher à venir les observer avec un peu plus de distance. Voilà. Merci infiniment, Caroline. J'ai adoré. Waouh. C'est tellement. Tu sais que tu as mis le doigt sur quelque chose que je fascine. Cette idée-là de ne pas accepter ses pensées, de choisir d'être libre, de prendre de la hauteur et de dire, ben non, ça me convient pas, ça me reflète pas ma nature ou ma personne, ma vision des choses, et voilà, d'aller de l'avant. Et comme tu dis, euh, la pensée, c'est ça qui va, au final, qui est à l'origine des actions de l'homme. Absolument. La pensée et l'émotion impactent directement le comportement, toutes nos actions, tout est en lien, Merci. hein, tout Absolument. absolument. Et Tout, la pensée, tout le temps. c'est ça qui est à la base, à l'origine. Donc, si la pensée, elle est protégée, comme tu dis,
elle est protégée parce que c'est ça l'essence de tout le comportement de l'homme. Donc, Tu mets le doigt vraiment sur ce qui est extrêmement important, justement en ACT. C'est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. L'engagement, c'est vraiment l'action. D'accord? Et c'est de bien prendre conscience que justement, le premier concept de cette thérapie, c'est cette idée de défusionner de mes pensées, parce qu'en défusionnant de ces pensées et en me donnant la liberté de ne pas croire, eh bien, je vais beaucoup plus facilement pouvoir m'engager dans une action parce que je serai moins piégée par peut-être l'idée que je ne suis pas capable, que je ne vais pas y arriver, que les autres sont meilleurs que moi, que c'est trop dur pour moi. Non, ça, c'est que ma pensée. Donc, je vais pouvoir la regarder avec d'une autre manière, beaucoup plus de distance et m'engager plus tranquillement dans l'action. Donc, c'est vraiment waouh, c'est magnifique. Vraiment, Caroline. Merci infiniment. Tu nous as fait en si peu de temps un exposé tellement profond et qui gentil. est, au final, qui est tellement important parce que c'est grâce à cette pensée positive qu'on va pouvoir avancer et s'engager dans la communauté, dans notre famille, pour notre vie. Je te remercie infiniment. Vraiment, Ah, Caroline, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et je te transmets le replay très, très vite pour le partager. merci à toi. Merci Vraiment beaucoup. qu'on entende que, voilà, que toutes ces bonnes pensées, elles ont un impact directement pour notre peuple en Israël, que nos belles pensées, comme tu le dis, eh ben, elles puissent faire venir très vite nos otages, qu'elles puissent faire venir très vite nos soldats et Énorme. réunir en fait tout notre peuple et voilà, qu'on puisse connaître que des bonnes choses. Que des Merci bonnes. infiniment, Merci. Caroline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.